Bonjour, je m'appelle Éric Duchesne, je suis professeur au département de sciences politiques à l'Université Laval, également membre de l'École supérieure des études internationales. Je tiens à remercier ma bonne amie et collègue Anessa Kimball pour sa demande de présentation, m'a demandé de faire cette présentation et j'ai accepté avec enthousiasme. Donc, bienvenue à vous tous et à vous tous, membres du Réseau canadien d'analyse stratégique. Donc, aujourd'hui, en compagnie de Marie-Hélène Quentin, là, qui va être avec nous autres, avec nous en esprit, je vais vous présenter une recherche que l'on a faite il y a tout de même quelques années, qui est un test statistique du modèle de guerre commerciale de Conybeare. On applique aux conflits commerciaux entre le Canada et les États-Unis. Donc, je vais commencer par quelques petites mises au point. Ma présentation PowerPoint est en anglais, mais comme vous pouvez m'entendre, je le fais en français. De telle façon que ceux qui ont un peu plus de difficultés avec la langue de Molière vont être peut-être capables de suivre la présentation. Comme je l'indiquais il y a quelques secondes, ce n'est pas un projet qui est récent. Marie-Hélène et moi, là, à l'époque où elle était mon étudiante au doctorat, nous avons présenté cette recherche lors d'une conférence qui a eu lieu aux États-Unis en 2006. Je dirais qu'au stade où notre recherche en est présentement, ce n'est pas une recherche qui est faite nécessairement pour une publication scientifique. Mais c'est tout de même, je vois on a des résultats qui sont quand même intéressants, qui nous ont permis de présenter des résultats lors d'une conférence. C'est peut-être un premier conseil non sollicité que je peux vous donner. Vous n'avez pas à attendre que tout soit parfait avant de présenter vos travaux. Alors, il y a un dicton qui dit qu'on doit présenter une conférence lorsque on en est à 2% de notre recherche ou à 99%. C'est un peu exagéré, mais je dirais ce que je vous présente ici, c'est plus près du 2% que du 98%, évidemment. C'est un projet, je ne dirais pas qu'on a mis de côté, on y reviendra éventuellement, mais Marie-Hélène et moi avons travaillé sur d'autres projets qui sont quand même liés à ça, mais on s'en est parlé dernièrement, ça serait bien de reprendre ça et de retravailler le tout. Je vais vous présenter la généalogie du projet. Qu'est-ce qui est de ça? Qu'est-ce qui nous a motivé à y aller avec ce projet-là? Qu'est-ce qui nous a amené aussi à certaine énigme? Donc, on tente de répondre à quoi? Je vais vous présenter la théorie, le modèle brièvement, nos résultats et bien évidemment, on termine toujours en disant, ben voici ce qu'on aurait pu faire mieux, qu'on pourrait améliorer pour la suite, donc, et vers où est-ce qu'on se dirige avec ce projet-là. Et finalement, je vais conclure, et ça n'est pas lié au projet, mais peut-être avec quelques petits conseils non sollicités là, pour vous, surtout pour ceux qui désirent se diriger vers la voie académique. Donc, d'où ça vient ce drôle de projet-là? Ben, ça a commencé avec un livre que j'ai dû lire dans le cadre d'un cours, celui de Conybeare. Donc, là, ici, sur les guerres commerciales. Donc, ça vous étonnera peut-être, mais à l'époque, lorsque j'ai fait mon doctorat, dans nos cours, chaque semaine, on devait lire au moins un livre. On s'est beaucoup plus axé sur les livres. Il y avait un livre, quelques articles. Et c'est un des livres que j'avais lu, que j'avais beaucoup apprécié. Je trouvais que c'était un livre qui était original, très, 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 très intéressant. Par la suite, Scott Gates, qui était mon directeur de thèse à l'époque à Michigan State University, a publié un livre avec Brian Humes où ils ont repris des recherches, ça peut être des livres, dans des articles, ils ont repris certaines des recherches et ils l'ont traité à l'aide des analyses formelles.
Donc, on peut l'appliquer avec la théorie des jeux. Et il y a un de ces chapitres-là qui portait justement sur le livre de John Conybeare sur les guerres commerciales. Donc, c'est un peu ça qui m'a amené à dire, ah, mais ça pourrait être intéressant de prendre ça sur la base de ces deux livres-là, penser est-ce que je peux appliquer ça aux conflits commerciaux Canada et États-Unis. Donc, l'énigme maintenant. Notre énigme, c'est que d'un côté, du côté canadien, lorsque je suis ici au Canada, j'entends souvent dire que, là vous allez excuser mon bon français, si je peux dire, c'est qu'on se fait toujours avoir par les Américains. Lorsqu'il y a un conflit commercial, les Américains arrivent avec leurs gros sabots, puis on se fait avoir. Il faut comprendre que derrière ça, c'est vrai qu'il y a des gros cas. On prend le cas du bois d'œuvre, par exemple. Le cas du bois d'œuvre, ça fait couler beaucoup d'encre. On en entend beaucoup parler ici au Canada. Puis, on a l'impression que ça ne finit pas jamais, puis qu'on se fait toujours avoir par les Américains. Donc, on a ce type de perception-là. Ce qui est drôle, c'est lorsque j'ai présenté ce projet-là aux États-Unis dans un cadre de conférence. J'ai demandé, c'était particulièrement des Américains, qui connaissaient ça, le conflit sur le bois d'œuvre. Et là, il y a 4 ou 5 personnes dans la salle sur 50 qui ont levé la main. J'avais déjà entendu parler de ce conflit-là. J'ai dit, bon, ben, maintenant, tu peux prendre 30 secondes pour me dire c'est quoi le conflit. Les mains se sont toutes baissées. Ça a donné que la fin de semaine suivante, j'étais chez moi, je recevais la famille, j'ai mon beau-frère qui n'est pas du tout dans le milieu académique, et lui, il nous en a parlé pendant 2 heures de temps de ce conflit-là. Donc, c'est pour ça que ça donne un petit peu cette perception-là, cette petite anecdote-là, c'est pour vous donner cette perception-là, que du côté canadien, on a vraiment l'impression qu'on se fait vraiment avoir. Et ça semble être quand même consistant avec l'histoire qui est contée par Conybeare et ensuite Gates and Humes. Donc, ça veut dire que, comme vous allez voir, que les États-Unis sont équipés dans une guerre commerciale de l'emporter avec les Canadiens. Parce que comment est-ce qu'ils vont définir la guerre commerciale? On va dire que les États qui sont dans ce conflit-là vont particulièrement s'intéresser aux objectifs économiques qui sont directement liés au bien qui est transigé ou qui est contesté entre les deux États. Donc, ils vont mettre des restrictions à la libre circulation des biens et des services selon l'enjeu qui est discuté. Il y a aussi et au cœur de ça, c'est vraiment, ils vont appeler la taille de l'État. Donc, la taille de l'État, si je ne ferai pas un cours d'économie, ça va référer à l'élasticité des prix dans chacun des pays. Donc, on peut résumer ça en termes de dépendance. Le bien qui est contesté, est-ce qu'il est plus important pour un des deux États ou également important? Donc, on dirait qu'un grand pays, dans ce sens-là, va être assez peu affecté par une interruption du commerce entre les deux États. Et là, les chiffres, évidemment, ne sont pas à jour, c'est ce qu'on nous a présenté. On dirait qu'environ 17% des importations américaines provenaient du Canada. Donc, on peut dire, dans ce sens-là, on peut dire que c'est progressivement un grand pays. Le Canada, par contre, est vu comme un petit pays parce que le Canada serait très largement affecté par une interruption du commerce entre les deux pays, étant donné, comme chiffre de 2006, 56,5% des importations canadiennes proviennent des États-Unis. Donc, on sait qu'on joue encore dans ces eaux-là. Ce n'est pas les chiffres exacts en 2020, mais on est quand même pas très loin de cela. Et là, particulièrement dans Gates and Humes, ils vont nous montrer à l'aide de la théorie des jeux qu'est-ce qui devrait se produire. Et si je vais simplement vous montrer la situation,
où le grand pays va jouer un jeu qu'on appelle de l'impasse. Ça veut dire que ce pays-là ne devrait pas céder parce que c'est un pays qui est très peu affecté par l'interruption du commerce. Et ça représente les États-Unis dans ce cas-ci. Le Canada est un petit pays, mais là va jouer ce qu'on appelle le, le jeu du poulet ou le jeu de la chasse aux chevreuils. Je vous compte ça très, très, très rapidement parce que je n'ai pas le temps de tout vous présenter, la théorie des jeux derrière ça. Donc, c'est un hybride des deux. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dans des situations comme ça, Gates et Humes, mais aussi ce que dit Conybeare, c'est qu'on devrait s'attendre à l'exploitation du petit pays, de la façon dont on l'a défini, par le grand pays. Donc, les États-Unis devraient constamment l'emporter face au Canada. Ça, c'est ce qu'on voit d'un côté. Mais l'autre partie de l'énigme, c'est les résultats de ma propre thèse de doctorat. Dans ma thèse de doctorat, je me suis intéressé à l'utilisation aux Américains de la section 3 en 1. C'est quelque chose là, qui est revenu là, sous le président Trump. Mais en gros, ce que ça veut dire, la section 301, c'est qu'il y a des politiques chez un partenaire commercial des États-Unis qui empêchent les exportations américaines vers ce pays. Donc, les Américains vont dire, ah, on va vous mettre, on vous avertit. Vous changez votre position, on peut négocier pendant un certain nombre de mois, sinon on va prendre des mesures de représailles contre vous. Donc, c'est ce que j'ai étudié, non seulement dans les relations Canada-États-Unis, mais tous les cas de section 301. Et de façon très, très, très intéressante, je trouvais que lorsqu'on regarde en termes de puissance, asymétrie économique, toutes ces choses-là, le modèle était beaucoup plus complexe que ce que je vous présente ici, que les États-Unis avaient souvent gain de cause, selon le modèle. Sauf dans un cas qui était le cas du Canada. Le Canada obtenait toujours beaucoup plus que ce que le modèle pouvait prédire. Le Canada, c'était vraiment l'exception, la seule exception de tous les pays qui faisaient face à la section 3 en 1. Donc, et aussi, il y a les résultats, puis ça, je vais y revenir sur la question d'interdépendance du commerce qui donnait les résultats complètement à l'inverse de ce qui était escompté. Mais je vais y revenir. Donc, les États-Unis, le Canada, et même ici, encore dans notre exemple ici, on voit que le Canada l'emporte beaucoup plus souvent face aux États-Unis dans des conflits commerciaux que ce à quoi on devrait s'attendre. Et on peut le voir par certaines statistiques. Il y a 37% des cas qui vont être initiés, qui vont être mis de l'avant par des Canadiens qui vont connaître du succès. Donc, vous direz, c'est pas gros, environ 1 sur 3 les Canadiens, lorsqu'ils vont se plaindre, puis je vais y revenir dans le mécanisme tantôt, les Canadiens vont réussir à l'emporter. Dans le cas des Américains, ça, c'est juste 1 sur 4, juste 24%, 1 sur 5. En gros, de tous les cas qui sont lancés par tous les États-Unis et le Canada, bien, il y en a 29 sur 89, dont 22 qui ont été débutés par les Canadiens. Et les Canadiens, lorsqu'on dit qu'on se fait toujours avoir par les Américains, donc pourquoi se plaindre, aller devant les mécanismes juridiques pour se plaindre, alors que 60 cas sur 89, c'est les Canadiens qui vont faire une plainte. Donc, on a une énigme ici. On a ce que nous dit Gates et Humes, on a les statistiques et on a les résultats de ma propre thèse de doctorat. Donc, la question qu'on va se poser, comment est-ce que les contextes internationaux et internes vont avoir des effets sur les disputes
dans les négociations commerciales internationales, dans les disputes commerciales internationales. Donc, ça peut nous amener à différentes hypothèses. Que la dépendance au commerce va être inversement corrélée avec les succès. Donc, si vous êtes très, très, très dépendant du commerce vis-à-vis votre cible, donc vis-à-vis le pays avec qui vous avez un conflit, bien, vous allez être en une position de marchandage, de négociation qui est restreinte. D'un autre côté, si vous avez beaucoup de contraintes institutionnelles, donc ça, on pense en termes de joueurs qui détiennent un veto. Pour ceux qui sont familiers, vous pouvez penser dans le contexte des jeux à deux interfaces de Putnam. Ça peut, donc, une faiblesse à la maison, une position de faiblesse à la maison, ça paraît un petit peu bizarre, peut vous mettre dans une position de force dans les négociations internationales. Mais aussi en même temps, c'est une chose, on peut penser que c'est la même chose, mais ce sont des choses qui sont différentes. Si vous avez beaucoup au niveau des groupes sociaux, beaucoup de soutien dans un conflit, on va dire que là, c'est positivement corrélé. Ça veut dire que vous avez des groupes, vous pouvez avoir les hommes d'affaires, les syndicats, etc. Si tout le monde semble pousser dans la même direction, bien là, vous allez être en position de force dans une négociation. Donc, on peut voir ici comment on a analysé la situation. Donc, on a des données sur chacune des disputes. Comme je l'indiquais ici, je crois que je l'ai mentionné, je précise, c'est le chapitre 19. Le chapitre 19, on va dire par exemple qu'il y a une plainte contre l'industrie une industrie américaine dans le secteur de l'aluminium va faire une plainte contre les producteurs canadiens en disant, entre autres choses, sans trop élaborer, qu'ils vendent en bas du prix coûtant. À ce moment-là, les Américains vont eux-mêmes enquêter et ils vont peut-être décider, oui, c'est vrai, on détermine qu'ils le vendent à moindre coût, et il y a des effets négatifs sur les producteurs américains. Donc, à ce moment-là, on va prendre des mesures de représailles, souvent sous forme de tarifs douaniers, contre la production d'aluminium canadien. Et c'est là qu'il peut y avoir l'ouverture d'un cas. Ça veut dire que les Canadiens vont se plaindre à un panel binational, et donc qui était sous l'ALENA. Ça existe encore, ce n'est plus le chapitre 19, sous la CEUM. Et là, ça va être des juges qui vont provenir de chacun des pays qui vont décider qui a raison. Est-ce que la plainte des Canadiens est fondée? Et les Canadiens vont dire, bien, les Américains ont imposé des droits sur les producteurs canadiens que l'on juge injustifiés. Et c'est là-dessus que le panel de juges international ou binational, où il va siéger à la fois des Canadiens et des Américains, va devoir en juger. Donc, on est capable de voir le résultat de cela. Donc, ensuite, les variables indépendantes. Il y a la valeur économique relative du produit qui est transigé. Donc, plus la valeur est importante pour un des deux pays, plus ils vont être dans une position de faiblesse parce qu'ils ont plus à perdre. Donc, je vous explique ça, je ne vais pas nécessairement être dans tous les détails. Mais on peut aussi le regarder comme la diversification du produit. Si oui, il y a une grande valeur, mais ce produit-là, on est capable de le retrouver dans d'autres pays assez facilement. Donc, pour la production de ce produit-là, on pense encore à l'aluminium, si on est capable de le vendre dans un autre pays ou on est capable de l'acheter dans un autre pays, bien, on va être dans une position quand même de force. Pour ce qui est des cas de politique interne, sur la contrainte politique, bien là, on va regarder le nombre de joueurs qui détiennent un veto dans la négociation.
Donc, du côté canadien, ben, le veto, on peut l'estimer, est-ce que c'est un gouvernement majoritaire ou un gouvernement minoritaire? Lorsqu'il y a la contestation. Du côté américain, c'est est-ce que le Congrès est divisé vis-à-vis la présidence? Est-ce que les deux chambres sont divisées ou les deux chambres sont à l'opposé du parti du président? Ou, par exemple, pour y avoir, comme c'est le cas présentement, la Chambre des représentants qui est contrôlée par des démocrates, le Sénat par les Américains, et le président, évidemment, est un républicain. En termes de le soutien social ou sociétal, ça, dans le pays qui va se défendre, on va regarder quel est l'appui général pour le gouvernement. Parce qu'évidemment, on n'est pas capable, on n'aura pas de sondage pour chaque petite contestation, chaque cas qui est lié au chapitre 19. Donc, 96 cas total. Ce qui est intéressant ici, c'est que on parle toujours d'une relation qui est spéciale entre le Canada et les États-Unis. C'est ce que semble démontrer ma thèse de doctorat. On va parler des cas qui sont en anglais, un bon anglicisme, intermestiques. Est-ce que c'est vraiment des relations internationales? Non, parce qu'on est tellement intégrés. Est-ce que c'est des relations internes? Non, parce qu'on est deux pays indépendants. Donc, on va utiliser le terme intermestique. Vraiment une relation qui est très, très, très spéciale entre le Canada et les États-Unis. Chaque cas de consultation sont traités différemment. On n'a pas de données manquantes. On n'a pas de données là, qui sont aberrantes non plus. On a dû éliminer 7 cas parce qu'on n'avait pas encore les résultats n'étaient pas encore annoncés. Donc, on a décidé de faire une analyse quantitative. Donc, bon, 89 cas, c'est pas énorme, mais c'est quand même, on est quand même capable de faire une recherche quantitative à ce niveau-là. On est capable de faire certains postulats, on peut penser à certaines relations de notre variables dépendantes et indépendantes. Dans les recherches futures, bien, évidemment, je revenais, on peut aller un petit peu plus à fond avec des études de cas. On pourrait même utiliser une analyse formelle pour essayer de préciser nos hypothèses. On a fait une analyse de logit. Je ne sais pas si on le refaisait maintenant, puis je vais revenir aussi là-dessus dans quelques minutes, probablement qu'un logit, c'est peut-être pas la meilleure façon d'analyser la situation, mais vu que notre variable dépendante est binaire, c'est succès ou non, ben, le logit, à tout le moins, semblait être approprié. Je vous présente ici là, les résultats. Je passe vite parce que je vais quand même les discuter. On a deux variables qui sont significatives. C'est les variables sur l'importance économique relative du produit qui est contesté et aussi la diversification. Donc, est-ce que encore une fois, je reviens sur la diversification du produit. Est-ce qu'on peut s'alimenter de ce produit-là à plusieurs endroits? Ce qui est différent de dire jusqu'à quel point ce produit-là est important pour nous, donc dans notre économie. Tout ce qui est des variables dites internes, dites nationales, c'est pas significatif. Donc déjà là, c'est intéressant. Peut-être que ça veut simplement dire que, bon, ben, ces questions-là de conflits commerciaux avec les États-Unis, contrairement à ce que pourrait nous laisser croire le cas du bois d'œuvre, ben, c'est pas si important que ça. C'est vraiment une question d'affaires. Peut-être que, bon, on l'a mesuré de façon assez simple. Il y a peut-être de meilleures alternatives, là, vraiment, là, pour pouvoir mesurer c'est quoi l'appui, le nombre de joueurs de veto. Peut-être que si on fait des études de cas, on va trouver des résultats différents. En faisant une analyse un peu plus formelle aussi, on arrivera à des résultats moins intéressants. C'est pas le plus intéressant, c'est lorsqu'on regarde les
des résultats qui peuvent être un petit peu bizarres. Lorsque je vous disais que la question de l'interdépendance, elle est significative, mais la flèche ne va pas dans le bon sens. Donc, ça ne va pas dans le sens de Conybeare, Gates et Humes. Je vous rappelle ici, c'est que plus on est dépendant d'un autre État, qu'eux sont dépendants de nous, plus on est dans une position de négociation qui est, euh, une position de faiblesse. Donc, je retrouve le même résultat que je retrouvais dans ma thèse. Parce que ce que les résultats nous donnent, c'est que plus on est dépendant, plus on est fort dans une négociation. En gros, c'est ça que ça veut dire. Par contre, pour ce qui est de la diversification, là, ça va dans le bon sens. Si c'est un produit, oui, qui peut être important pour nous, mais on a plusieurs acheteurs ou on peut vendre à plusieurs clients à travers le monde, là, ça va dans le sens, parce qu'on n'est pas lié à ce partenaire commercial avec qui on a un conflit. Ça va dans le bon sens. Mais peut-être que c'est la meilleure façon de tester l'hypothèse de Gates-Humes Conybeare. Est-ce que ça veut dire, bon, que finalement, ben, avec ce type de résultats-là, on revient à la case de départ? Ben, peut-être, peut-être pas, mais des résultats négatifs inattendus, ça peut être tout aussi bon que confirmer nos hypothèses. Peut-être que ce qu'on mesure avec l'interdépendance, c'est le fait d'être résolu. Le cas est tellement important pour nous, parce qu'on est dans une situation de dépendance, qu'on va y mettre beaucoup plus d'efforts. Donc, est-ce que c'est ça? Peut-être qu'on mesure autre chose lorsqu'on mesure l'interdépendance. Et comme je disais, diversification, c'est peut-être le vrai test des relations économiques, commerciales que l'on veut tester. Donc maintenant, quelques limites. Évidemment, la principale limite pour moi, c'est le problème des biais de sélection. C'est qu'on sait que s'il y a un cas comme tel, là, on analyse que les cas qui sont dits ouverts, où il y a une contestation officielle. Mais ce qu'on sait très bien, c'est que bien souvent, ces cas-là vont être réglés de façon informelle. Donc, on ne voit que les résultats, les cas qui sont contestés, qu'on va étudier, ne sont que les cas que les deux côtés croient l'emporter. Donc, on ne teste que sur la pointe de l'iceberg. Donc, si on trouve une façon de tester pour ces biais de sélection, on devrait arriver à des résultats très différents. Donc, dans la plupart de mes recherches quantitatives, à partir de ce moment-là et même avant, j'incluais toujours les biais de sélection, puis je vois que dans la plupart des cas, oui, il y a certains biais de sélection. Il faut évidemment se pencher sur la question de la résolution. Quelles sont nos ressources de négociation? Donc, Marie-Hélène et moi, on a testé ça, ces hypothèses-là, dans le domaine du secteur agricole. On a eu certaines publications. Et bon, si ça vous intéresse, là, vous pourrez me contacter et je vous enverrai ça. Il faut peut-être aussi, dans ma thèse de doctorat, j'avais utilisé un modèle où on tenait compte du temps dans les négociations et de l'information que l'on détient. En gros, ce que je démontrais dans ma thèse, c'est que plus on est patient, plus on peut obtenir dans nos résultats. Il faut voir ça. Si l'on négocie autour d'un bien, ce n'est pas une tarte. Imaginez, c'est un gâteau à la crème glacée qui fond graduellement. Si dans notre esprit, on voit que ce gâteau-là va fondre très, très, très rapidement, donc on n'est pas très patient, on va être prêt au départ de prendre une part qui est moins grosse du gâteau. Moins grosse que l'autre partenaire. Par contre, si pour nous, on voit qu'on peut être très, très, très patient dans notre esprit, le gâteau ne fond pas très, très, très vite, on est prêt à être patient pour avoir une plus grosse part du gâteau qui va être peut-être un peu plus petit. Donc, ça paraît un petit peu complexe, mais je crois que ça s'appliquerait bien ici. Finalement, je vois que
Je suis rendu à la limite du temps, mais je voulais quand même vous donner, peut-être prendre un petit 5 minutes là, pour vous donner quelques petits conseils. Alors, comment voulez-vous être, est-ce que j'imagine que vous allez avoir du succès dans le milieu académique si vous vous dirigez vers ça? Ben, la première chose, c'est exactement ce que vous faites ici. Vous devez développer votre boîte à outils. Saisir toutes les occasions, que ce soit pour apprendre des théories formelles, des théories statistiques, méthodes qualitatives, euh, prendre plus de cours que ce que vous devez prendre parce que ça vous intéresse. Je vous donne comme exemple, moi, quand j'ai fait mon doctorat, je suis arrivé avec une maîtrise. On m'avait crédité plein de cours. Je pense qu'au départ, il y avait 12 cours à prendre. On m'avait crédité 7 cours. J'aurais pu prendre 5 cours. Et au final, ben, j'ai pris 13 cours au total parce que je voulais développer ma boîte à outils. Deuxième, deuxième chose, si vous voulez vraiment avoir beaucoup de succès dans le milieu académique, spécialisez-vous, spécialisez-vous, spécialisez-vous. Vous devez être vraiment très, très, très bon dans votre domaine. Mais ça peut être, vous pouvez vous spécialiser comme étant un des meilleurs théoriciens des jeux, le meilleur dans l'analyse qualitative, le meilleur pour tout ce qui est des, je mentionnais tantôt, les biais de sélection, où vous vous intéressez à un enjeu particulier, puis vous passez une grosse partie de votre carrière. Vous allez être reconnu, vous allez avoir beaucoup de succès, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de demandes pour donner des conférences, mais vous allez devenir tellement bon spécialisé que vous allez pouvoir viser les meilleures revues scientifiques. Donc, la spécialisation. À moins, c'est pour ça que je mets mon petit point, ça ne correspond pas à votre personnalité. Donc, et ça, ben, je vais vous l'avouer, je veux dire, ça ne correspond pas beaucoup à ma propre personnalité. Moi, je m'intéresse beaucoup à un grand nombre de sujets. Je ne veux pas dire que je suis très, très, très spécialisé dans un domaine précis. Mais par contre, j'ai quand même bien développé ma boîte à outils. Je peux faire des analyses formelles, je fais des analyses quantitatives, qualitatives. Euh, je, je vais publier souvent dans des revues de politique publique. J'ai travaillé avec des auteurs qui viennent d'au moins une dizaine de disciplines différentes. Pour moi, ça correspond beaucoup plus à ma personnalité. J'ai des intérêts pour plusieurs choses différentes. Pour moi, dans ma personnalité, j'aurais de la difficulté à passer toute ma carrière à me spécialiser sur un domaine précis. Comme par exemple, ma thèse de doctorat portait sur les négociations économiques internationales. J'aurais pu me spécialiser uniquement là-dessus. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle la règle du 5% de Eric Gartsky. Il y a plusieurs années, Eric Gartsky et moi, ils sont assis avec des étudiants dans une conférence. Et là, on prenait une bière. C'était après la conférence ce soir. Puis là, Eric a dit, si vous voulez avoir du succès, vous devez appliquer la règle du 5%. Ça veut dire que peu importe ce qu'on vous demande, les exigences, que ce soit dans un cours ou que ce soit pour préparer une conférence, vous en faites toujours 5% de plus que les autres. C'est ce que j'appelle ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très. Je ne dis pas que moi, je l'ai toujours appliqué, mais si vous l'appliquez, ça devrait vous amener plus de succès. C'est vraiment travailler plus fort que les autres. Parce que être juste bon dans votre domaine, ce n'est plus suffisant. Vous devez tenter d'être le meilleur. Donc, il faut vraiment en donner plus. Vous êtes dans un environnement qui est très, très, très concurrentiel. Vous devez en donner plus. Donc, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Ben, ça revient, vous devez être un éponge. Prendre toutes les occasions, essayer d'en apprendre le plus possible, prendre plus de cours que ce qu'il faut, ne pas avoir peur d'approcher les professeurs, les interroger. Nous, ça nous fait toujours plaisir de, comme on peut dire, impartir notre connaissance. Avoir des bonnes notes, oui, c'est important. Les bonnes notes, ça va être important si vous voulez, par exemple, vous voulez faire des demandes de bourse, il va y avoir un certain minimal. Moi, j'ai été sur plusieurs comités de bourse.
hein, au niveau national, entre autres. Et ce qui était beaucoup plus important que les notes, c'est la porte d'entrée. Il y a peut-être un cheminement, mais c'était beaucoup la qualité du projet que vous aviez. Mais au-delà de ça, c'est bon pour avoir des bourses. Évidemment, si vous avez des bourses, vous allez pouvoir vous concentrer plus sur la recherche. Vous n'aurez pas besoin d'avoir un deuxième ou un troisième emploi. Mais ce qui est beaucoup plus important que ça, c'est que vous devez vous considérer dès maintenant comme des producteurs de connaissances. Oui, soyez une éponge, mais vous devez penser en termes de production. Vous êtes capable de publier, vous êtes capable d'aller dans des conférences internationales, présenter vos travaux, même si vous en êtes, comme le projet que je viens de vous présenter ici, peut-être à 2 ou 2% du projet. Quand publier, le meilleur temps pour publier, c'est maintenant. Euh, le, un des meilleurs conseils qu'on m'a donné lorsque j'étais au doctorat, c'était de considérer chacun de mes cours que je faisais, chacun des cours que j'ai pris, toujours penser en termes, à la fin du cours, je devrais être capable de produire au moins une communication scientifique. Est-ce que ça va venir une publication plus tard? Peut-être, peut-être pas. Mais toujours penser de cette façon-là en termes de production. Parce que lorsque vous serez sur le marché de l'emploi, il n'y a personne qui va regarder. On s'en fout, vous avez eu une note de 4.3 sur 4.3. Il n'y a personne qui va regarder ça. Ce qui va vous ouvrir la porte, c'est votre dossier de publication. Et pour ça, vous pouvez approcher, évidemment, votre directeur, directrice de thèse. Moi, je suis intéressé. Je veux travailler avec vous, je veux publier avec vous, même parfois avec d'autres professeurs. Mais souvent, ce qui a été surtout mon cas, parce que j'allais souvent dans des conférences euh, et dans des colloques, et je rencontrais d'autres étudiants. Ils disaient, ah, ben oui, on pourrait publier ensemble. Puis ça a été des collaborateurs qui sont restés avec moi les 20-25 dernières années. Et finalement, bien, tout ce que je dis là, il y a différentes voies académiques, mais vous pouvez commencer à y penser. Aux États-Unis, évidemment, il y en a qui vont s'orienter beaucoup plus vers l'enseignement, cette chose-là. Ils vont aller vers les collèges liberal arts. Ben, c'est moins évident là, ici au Canada. Mais vous avoir, c'est les politiques publiques qui vous intéressent, ben, commencez à vous projeter dans le futur, vous voir là. Donc, il y a différentes façons de penser, comment vous pouvez avoir votre carrière, mais ça revient à une chose, c'est que ça demande, peu importe ce que vous choisissez, ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Parce qu'il n'y a rien qui va vous être donné tout cuit dans le bec. Donc là-dessus, ben, je vous laisse, puis je vous souhaite une très bonne conférence.